bonjour à tous. Alors je vais vous présenter, vous en avez déjà beaucoup entendu parler, le projet de loi retraite, en essayant de revenir sur ces enjeux et sur les perspectives qui nous attendent. Alors on va tout d'abord s'interroger sur les promesses du système à points, ensuite évoquer deux obsessions gouvernementales qui sont la réorientation de l'épargne privée vers le financement de l'économie et la réduction des dépenses publiques. On verra en fait que le projet gouvernemental, c'est de baisser le niveau des pensions qui sont allouées aux retraités sans vraiment oser nous le dire. Il s'agit ensuite de rendre attractive la capitalisation. Et enfin, on évoquera les solutions alternatives que l'on pourrait envisager collectivement pour espérer avoir des retraites qui correspondent au niveau de vie que peuvent escompter les retraités. Alors, les belles promesses du système à points sont les suivantes. On nous dit que c'est un système beaucoup plus simple, un système plus équitable et plus juste. Qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, on a un système par répartition qui marche plutôt bien, puisqu'on sait ce qu'on cotise, et on sait surtout, et ça c'est le grand avantage de ce système, ce qu'on va recevoir, on est en capacité de l'anticiper. Donc le principe, c'est d'assurer le bien-être des retraités, c'est-à-dire de nous offrir un niveau de pension qui corresponde peu ou prou à notre niveau de vie lorsqu'on était actif. Et les conditions actuelles, c'est 62 ans le départ à l'âge minimum, 43 annuités, ou bien le départ à 67 ans pour espérer une retraite à taux plein si jamais on a eu une carrière très heurtée, à trous, qui ne nous permet pas d'avoir un nombre de trimestres d'annuités suffisante. Et dans le privé, vous le savez, c'est calculé sur les 25 meilleures années, le montant de la retraite. Et dans le public, petit avantage, c'est calculé sur les 6 derniers mois. Mais l'assiette de la cotisation est très très différente, puisque les primes, qui constituent une part substantielle des rémunérations dans le privé, ne sont pas intégrées dans le public dans le calcul de leur retraite. Et ensuite, on a un système de malus et de bonus selon que les retraités ont leur niveau d'annuité ou de trimestre suffisant pour pouvoir espérer partir avec un niveau de retraite à taux plein. Alors l'avantage de la répartition, 1, on peut anticiper son niveau de retraite, 2, le niveau de vie des retraités est peu ou prou correspondant à celui des actifs. Et vous savez qu'en France, l'un des grands avantages de notre système, c'est que la pauvreté chez les retraités est très faible par rapport à celle qui peut exister dans d'autres pays européens. C'est un système aussi qui assure une légère progressivité de la redistribution des pensions, puisque les plus bas salaires peuvent espérer un niveau de pension légèrement plus élevé que s'ils avaient une retraite proportionnelle à leur niveau de vie lorsqu'ils étaient actifs, et inversement. Et enfin, c'est un système par répartition qui prend en compte la spécificité de certains métiers, prise en compte relative, elle pourrait être améliorée, mais notamment les métiers qui sont pénibles ou qui sont à risque. Donc demain, on nous promet, si ce système à points est adopté, que le niveau de nos retraites sera préservé, mais le problème de ce système à points, c'est qu'il a pour principe l'équilibre financier du système. Ce n'est pas la préservation du niveau de vie des retraités qui est l'objectif numéro 1 de ce système, c'est la préservation de l'équilibre financier. Ce qui fait qu'on est dans un système à cotisation définie, mais à prestation très incertaine. On sait ce qu'on cotise durant toute notre vie d'actif, mais en revanche, on est en incapacité, bien souvent, tant les incertitudes sont grandes, de savoir ce qu'on pourra recevoir au niveau où notre pension sera liquidée. Pourtant, on nous promet une chose, les retraites, vos retraites ne baisseront pas, nous disent les membres du gouvernement. 1 euro cotisé vaudra la même chose pour tous. Alors actuellement, cet euro cotisé est acheté 10 euros et il est vendu 0,55 centimes. Et puis on nous dit, mais rassurez-vous, la valeur du point ne baissera pas. Mais malgré tout, il y a 2 obsessions gouvernementales. Il faut savoir que ce projet de système à points s'inscrit dans une réflexion plus générale sur la manière dont on pourrait réorienter l'épargne des Français. Pourquoi ? Car en France, les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années considèrent que les Français, qui épargnent beaucoup au cours de leur vie active, c'est environ 15% de leurs revenus, ne placent pas suffisamment leur épargne dans le financement de l'économie, c'est-à-dire ne soutiennent pas suffisamment l'investissement des entreprises en achetant des actions. La plupart, le gros de l'épargne des Français est placé sur des placements qui sont dits sécurisés,
le livret A, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite. On dit souvent d'ailleurs dans les enquêtes internationales que les Français sont averses au risque et qui préfèrent le bas de laine de placements sécurisés sans grand risque aux placements par action qui sont censés être trop risqués à leur yeux. Et les gouvernements de ces dernières années aimeraient bien augmenter la proportion de notre épargne qui est allouée aux actions, qui est allouée au financement des entreprises. Deuxième obsession du gouvernement, c'est réduire les dépenses publiques. Vous savez, c'est l'obsession depuis une vingtaine d'années, et la part des dépenses sociales dans les dépenses publiques est considérée comme trop lourde. On est aussi soucieux de réduire le coût du travail, et donc on a une deuxième obsession, c'est de réduire ces dépenses sociales. Alors comment le faire ? Eh bien tout simplement en baissant le niveau de nos retraites, mais évidemment sans oser nous l'avouer. Alors comment baisser les retraites sans oser l'avouer ? Tout d'abord, on part d'un diagnostic contestable. Le gouvernement nous dit, écoutez, il y a un gros déficit des retraites qui se prépare en 2025, la situation est dramatique, il va bien falloir prendre des mesures structurelles pour pouvoir faire face à ce déficit qui s'annonce. Est-ce que ce déficit est aussi dramatique que celui qu'on nous présente ? Le montant des retraites qui sont actuellement distribuées dans notre pays est de plus de 300 milliards, 325 milliards en tout. Le déficit actuel en 2018 est très très faible. C'est un déficit de 2,9 milliards qui correspond à peu près à 0,9% de l'ensemble des retraites qui sont distribuées en France. Alors le COR, le Conseil d'orientation des retraites, nous dit à l'avenir en 2025, selon les scénarios que nous escomptons, ce déficit devrait s'aggraver. Et selon les scénarios choisis, on nous dit soit il sera de 8 milliards, soit il sera de 17 milliards. Mais en fait, quand on regarde de près la manière dont a été construit ce déficit, on s'aperçoit qu'il a été de manière très artificielle. C'est lié tout d'abord à des conventions comptables qui sont assez biaisées, selon que l'on prend les scénarios les plus dramatiques ou les scénarios les plus optimistes. Ensuite, le gouvernement se refuse à transférer une partie des branches qui sont excédentaires de la Sécu vers les branches les plus déficitaires. Ensuite, ces dernières années, on s'est amusé à faire des exonérations de cotisations sociales à tour de bras pour alléger, soi-disant, le coût du travail qui est censé être préjudiciable à la compétitivité de l'économie française. Mais ce faisant, on a asséché les cotisations et les recettes de notre système de par répartition. Et enfin, on a une austérité salariale dans le secteur public avec le gel du point d'indice qui retentit beaucoup sur le montant des cotisations que l'employeur État verse au système de retraite dans son ensemble. Alors, trois leviers sont utilisables par le gouvernement pour faire baisser nos retraites. Premier levier, le gouvernement nous dit, bon, la valeur du point ne baissera pas. On nous dit, les métiers pénibles seront reconnus, la valeur du point qui sera versée au moment de la retraite sera indexée sur le niveau d'augmentation des salaires, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que le niveau d'augmentation des salaires est très légèrement supérieur au niveau de l'augmentation des prix. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas, on va placer ce dossier dans les mains des partenaires sociaux, on peut leur faire confiance, aux organisations syndicales de salariés et aux organisations patronales pour préserver vos futures retraites. Mais dans les faits, quand on regarde de près ce qui se prépare, la pénibilité des métiers ne sera pas véritablement reconnue, puisque les deux motifs principaux de pénibilité ne sont pas inscrits dans le menu de la négociation qui est censée s'ouvrir entre les partenaires sociaux et l'État. L'indexation de la valeur du point qui est censée être indexée sur les salaires, ça ne se fera qu'en 2042, c'est-à-dire qu'entre-temps, la valeur de ce point va être indexée sur un indice qui est beaucoup moins intéressant pour revaloriser nos retraites, c'est l'inflation. Et enfin, il est certain que c'est le gouvernement qui aura le dernier mot si jamais les partenaires sociaux, ce qui arrive souvent, ne parviennent pas à s'entendre. On l'a déjà vu avec le chômage, et on peut craindre qu'à l'avenir, ce soit le gouvernement qui tape du poing sur la table et qui décide tout seul, de manière arbitraire, du montant de la valeur du point. Et puis le diable se cache dans les détails dans cette réforme, car la valeur du point est calculée notamment en fonction de l'espérance de la génération à laquelle nous appartenons. Donc vous avez un coefficient multiplicateur qui est utilisé pour essayer de calculer la valeur du point qui servira au calcul du montant de la retraite. Et cette espérance de vie de la génération à laquelle on appartient augmente en fonction du temps, et plus vous serez jeune,
plus l'exigence de départ en retraite à un âge tardif sera élevée, plus on vous demandera de travailler longtemps. Si vous êtes né après 75, vous pouvez partir à 64 ans et travailler 43 ans. À partir de la génération née en 1980, on va vous demander de travailler 44 ans. Et puis plus vous avancerez en âge, plus le nombre d'années que vous passerez à travailler pour pouvoir espérer partir avec une retraite pleine va être élevé. Ce qui veut dire que la possibilité d'avoir un bonus sur votre retraite va s'en trouver diminuée et les risques d'augmentation des malus sur votre retraite vont s'en trouver accrus. Aujourd'hui, vous avez un petit nombre de retraités qui ont des malus sur leur retraite. Par exemple, dans le régime général, vous voyez, c'est la ligne bleue, vous avez environ 10% des retraités qui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'annuités ou suffisamment de trimestres, ont une décote sur le montant de la retraite qui leur est versé. C'est pas beaucoup. En revanche, vous avez un nombre beaucoup plus élevé de retraités. Vous voyez ici en bleu, c'est le régime général, 15%. Et puis pour d'autres régimes, le régime des commerçants, le régime des artisans, le régime des agriculteurs, vous avez la possibilité d'avoir des bonus qui permettent d'arrondir le montant des retraites qui vous seront versées au moment où vous partirez en retraite. Et évidemment, si on vous demande de travailler plus longtemps, la probabilité pour vous d'avoir un bonus à votre retraite s'en trouvera diminuée. Deuxième levier du gouvernement pour pouvoir assécher, pour pouvoir diminuer l'attractivité du système par répartition, c'est d'assécher les ressources du système. Alors comment va-t-il le faire? Alors c'est peut-être pas son dessein, voilà, sa volonté vraiment explicite, mais ce qu'il met en place risque d'aboutir à ce scénario très préjudiciable pour le système par répartition. Premièrement, aujourd'hui, l'État employeur cotise beaucoup pour l'ensemble des fonctionnaires et des agents publics. 74% du niveau des rémunérations qui sont versées aux fonctionnaires est constitué de cotisations employeurs. Alors c'est un chiffre assez élevé par rapport au privé, parce que ce chiffre comprend beaucoup de bonifications et d'avantages qui sont liés à la solidarité collective, notamment parce que dans la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, vous avez beaucoup de gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la fonction publique dite active, c'est-à-dire des gens qui ont des métiers assez pénibles. Ils sont en horaire décalé, ils travaillent de nuit, ils sont égoutiers, ils ont un travail extrêmement pénible ou à risque, comme les policiers ou les militaires. Et donc vous avez des bonifications et des systèmes de solidarité collective qui sont payés par l'État employeur. Demain, l'État employeur est censé s'aligner sur le taux de cotisation universelle qui est de 16,8. Donc vous voyez que lorsqu'on fait... qu'on met en évidence la différence qui existe entre la cotisation de l'État employeur dans le système actuel et la cotisation de l'État employeur dans le système futur, eh bien, il va manquer énormément de cotisations. Ça a été calculé par les spécialistes qui nous disent qu'il va manquer 45 milliards par an avec l'alignement de l'État employeur sur les cotisations salariales employeurs du système à points. Deuxième moyen de réduire les cotisations du système par répartition, c'est de pousser les plus gros salaires dehors. Au-dessus de 10 000 euros de revenus par mois, les hauts cadres seront invités pour la fraction supérieure à ces 10 000 euros à quitter le système par répartition et, s'ils souhaitent maintenir leur niveau de retraite, à se tourner vers la capitalisation, c'est-à-dire un système d'épargne salariale, un système d'assurance privée, leur permettant de s'assurer individuellement pour pouvoir maintenir leur niveau de retraite. Il va manquer dans les caisses du système par répartition environ 3,8 milliards par an. C'est pas moi qui le dis, c'est le système complémentaire du privé, Agirc Arco, qui a fait le calcul. Ce qui veut dire que ça va faire un manque à gagner d'environ 76 milliards d'euros, puisqu'on va continuer à verser à ces très hauts cadres qui sont pensionnés leur retraite, mais que les actifs qui font partie de ces très hauts cadres vont être évincés du système. Donc il va y avoir une période de transition dans laquelle on va continuer à verser de très généreuses pensions à ces très hauts cadres, sans que les très hauts cadres actifs ne puissent contribuer eux-mêmes à verser ces cotisations. Il va manquer beaucoup dans le système par répartition. Troisième levier destiné à affaiblir le système par répartition, c'est imposer un régime amaigrissant à ce système.
il y a la règle d'or des 14% dont vous avez déjà entendu parler. On nous dit, voilà, le système par répartition ne doit pas peser plus de 14% équivalent PIB. En fait, dans l'étude d'impact qui a été publiée tout récemment, ces 14% ont vocation à diminuer, ils vont arriver à 12,9%. Vous le voyez ici dans l'étude d'impact. Et pour affaiblir le système par répartition, dans le même temps, on essaye de rendre attractive la capitalisation. Alors comment rendre attractive la capitalisation? Eh bien en essayant de diminuer l'attractivité de toute l'épargne sécurisée, le livret A dont le taux de rendement baisse, l'assurance vie dont le taux de rendement n'a cessé de baisser ces dernières années, et qui ne compense pas avec la rentabilité qu'offrent ces placements sécurisés, des taux de rendement supérieurs à ce qu'offre l'inflation, c'est quasiment équivalent. Et puis on nous dit, mais regardez la bourse, vous avez une rentabilité à la bourse bien plus intéressante, vous feriez mieux de placer vos cotisations et votre épargne sur des placements financiers. Et la loi Pacte, en 2019, a mis en place tout un système qui permet d'avoir des plans d'épargne retraite, alors qui sont surtout accessibles aux classes moyennes et aux classes supérieures qui ont les moyens d'épargner de façon complémentaire pour leur future retraite. Et ces plans d'épargne retraite sont extrêmement attractifs, très défiscalisés, pour essayer d'orienter l'ensemble de ces cotisations et de cette épargne autrefois sécurisée vers une épargne qui permet d'alimenter les gestionnaires d'actifs des fonds de pension ou d'alimenter les banques et les assurances qui proposent de l'épargne salariale. Et aujourd'hui, il y a un très vaste marché de l'épargne salariale. Amundi, AXA, Natixis, qui est le plus gros, la plus grosse entreprise en matière d'épargne salariale qui existe en France, BlackRock aussi. Alors, qui risque le plus d'en pâtir? Les jeunes, bien sûr, parce que ce sera difficile pour eux de pouvoir épargner alors que leurs études augmentent, alors que l'immobilier explose, alors que la précarité menace. Les petits salaires, très difficiles d'épargner. Les femmes, on en parlera demain. Je vous indique juste la diapo, mais je ne vais pas... je ne détaille pas ce qui est promis malheureusement aux femmes dans le futur système à points si jamais il venait à passer. Et donc le risque, c'est que les pensions baissent d'environ 30%. Et que ce soit les assurés eux-mêmes qui, à terme, supportent l'essentiel des risques du futur système à points. Alors, les solutions existent. Les économistes qui, autrefois, ont été d'ardents soutiens du système à points se mettent à douter et nous disent, mais il existe d'autres manières de pouvoir préserver notre système de retraite, des politiques d'emploi plus volontaristes, une augmentation des salaires et des traitements qui permettrait d'augmenter les taux de cotisation. C'est tout à fait soutenable d'augmenter de 0,2 points, de 0,3 points les cotisations par an pour permettre d'assurer la pérennité du système. Il faudrait mettre fin à l'exonération de cotisations patronales qui est la grande gymnastique à laquelle se livrent aujourd'hui les gouvernements, et puis accepter de casser un tabou, accepter d'augmenter la part en équivalent PIB qui est consacrée aux retraites dans la richesse nationale, c'est-à-dire accepter de dépasser les 12,9 ou les 14% qui sont actuellement réservés aux retraites. Voilà, toutes ces informations sont nourries par des lectures et des visionnages de vidéos qui ont été alimentés par des collègues économistes, sociologues, politistes qui ont beaucoup contribué à la réflexion sur un autre système par répartition ou sur le maintien du système par répartition. Voilà, merci pour votre attention.